décision constitutionnelle qu'il a envoyée à l'Assemblée nationale. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que le chronogramme de mise en œuvre de la feuille de route qui a été adopté au comité de suivi le 23 septembre indiquait que le gouvernement doit adopter le projet de révision constitutionnelle avant le 10 novembre. Le gouvernement a agi le 9 novembre. La commission de la CEDEAO a désigné un expert constitutionnaliste avec comme objectif de réfléchir à la cohérence du projet du gouvernement par rapport aux orientations définies par les décisions de la CEDEAO. Deuxièmement, d'examiner la cohérence interne du point de vue juridique du projet défini par le gouvernement et d'apprécier le projet du gouvernement aux normes et aux pratiques et internationales. De la semaine qui a suivi, la commission de Gilbert Bawara, en ligne depuis Lomé, on parle toujours de cette feuille de route de la CEDEAO pour d'autres Togolais. La médiation de la CEDEAO a échoué. Alors la feuille de route de la CEDEAO fait également mention des mesures d'apaisement, comme vient de le dire Fabi Kouassi depuis Lomé, et cela doit nécessairement passer par la libération des détenus politiques. Et il est vrai que le pouvoir a libéré quelques prisonniers. Mais qu'en est-il du cas des membres du mouvement citoyen nouveau qui est à Siba Johnson de Réjal? Et certains observateurs pensent que le pouvoir fait du marchandage politique. Je vais voir. Monsieur Amos, vous savez, moi j'aime quand les gens sont pris dans leur propre incohérence et inconstance. Mais si la feuille de route dit de libérer les détenus et qu'il faille le faire, mais en ce moment-là, pourquoi la même feuille de route qui dit qu'il faut organiser les élections législatives le 20 décembre deviendrait indicative? Ce sont des questions de principe. Monsieur, est-ce que d'abord les conditions, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour aller aux élections? Écoutez, je dis à partir du moment où il s'agit de respecter scrupuleusement et intégralement les décisions et les recommandations de la CEDEAO, si certaines parties commencent à estimer et à considérer que certains des aspects sont indicatifs et facultatifs, mais tout le monde fera de même. Et à partir de ce moment-là, nous allons vider la feuille de route de son contenu et personne ne respectera rien. Nous connaissons la portée de la CEDEAO et des institutions internationales. Nous n'avons pas besoin de faire des cours ici pour dire quelle est la nature des décisions d'une organisation comme la CEDEAO. Je ne vois pas au nom de quoi des partis politiques congolais ou le gouvernement devraient considérer que des trois principaux points que j'ai cités tout à l'heure, la tenue des élections législatives le 20 décembre, la réalisation ou l'accomplissement des réformes constitutionnelles et la poursuite des mesures d'apaisement, une des dispositions serait facultative et indicative et les autres seraient obligatoires. Maintenant, pour revenir aux mesures d'apaisement, est-ce que la CEDEAO dit? Je voudrais vous lire de mémoire ce qui est écrit dans la feuille de route de la CEDEAO. Il s'agit d'accélérer les procédures judiciaires relatives aux personnes ayant été arrêtées à l'occasion de manifestations et d'envisager la possibilité de mesures de clémence additionnelles. Donc, ces deux aspects, à la fois accélérer les procédures judiciaires et ensuite envisager des mesures de clémence additionnelles. Depuis le 31 juillet, un nombre important de personnes qui étaient détenues a déjà été libéré. En deuxième lieu, le 23 septembre, moi-même j'ai indiqué à la coalition de l'opposition que le gouvernement était disponible pour... Il semblerait que le pouvoir choisit plutôt les prisonniers et qu'il doit libérer. Non, c'est pas ce que la feuille de route dit. Je vous rappelle ce que la feuille de route dit. La feuille de route n'a jamais, la CEDEAO n'a jamais eu comme objectif de mettre l'autorité judiciaire congolaise sur le pointeau et d'enfreindre l'autorité de la justice. Il s'agit à la fois de continuer les deux exigences. L'exigence de lumière, de vérité et de justice, mais en même temps de faire preuve de décrispation et de bonne volonté, parce que nous avons besoin de retrouver la décrispation, la défense et la confiance entre nous pour pouvoir avancer. Et pendant ce temps-là, nous devons pouvoir faire preuve d'ouverture les uns envers les autres. Que personne n'ait la tentation de déformer et d'abuser des dispositions qui sont contenues dans les décisions de la feuille de route.
à propos de la CENI, je voudrais informer que je vous ai dit que j'ai rencontré moi-même les responsables de la coalition, les 3, 4 et 5, août 2018, c'est-à-dire 2 ou 3 jours après le sommet de la CEDEAO. Et je leur avais dit que le gouvernement était disposé à œuvrer avec eux pour trouver des solutions. Concernant les représentants de la société civile et des partis politiques extra-parlementaires, et à examiner la question du représentant de l'UFP. Mais entre cette date-là, les 3, 4 et 5 août, il a fallu attendre plus d'un mois pour régler ce problème, alors que nous avions la possibilité de discuter entre nous, d'échanger entre nous, de régler cette question et de poursuivre le processus électoral de manière indivisible. Vous savez, vous parlez de beaucoup de choses que vous ne connaissez pas. C'est vous que le dites. Je voudrais quand même en revenir, avant de relancer Fabien Kouassi en ligne depuis le mai, je vais revenir sur ce sujet-là et les mesures d'apaisement. Pourquoi justement et les mouvements et les membres du mouvement qui sont toujours en prison, que reproche-t-on concrètement à Bessem Kokoroko, Joseph Eza et Asiba Johnson de Rejat? Pourquoi ils sont toujours gardés en prison? Est-ce que c'est du marchandage politique? Non, d'abord, pour ce qui concerne M. Asiba Johnson, M. Sylvain Amos, vous et moi, nous avons échangé à plusieurs reprises à propos de lui. Tout à fait. Vous connaissez la vérité. Il a écrit un faux rapport, il a fabriqué un faux rapport parce qu'il était financé par un certain nombre d'officines et de milieux. Il a parlé de charniers, il a parlé de fausses communes, il a parlé de plus de 100 personnes qui auraient été tuées. Est-ce que vous estimez que même en Suisse où vous êtes, on peut raconter des mensonges comme ça? Là où notre concitoyen, M. Clément, le député Clément Pousset est en Allemagne, est-ce qu'on peut fabriquer de faux rapports comme ça? Nous avons cherché à lui donner l'occasion de se racheter. Vous et moi, nous avons parlé. La ministre, la secrétaire d'État chargée des droits de l'homme l'a invité. Il aurait pu déférer à cette invitation aimable et cordiale et admettre que peut-être le rapport était en train d'être finalisé et qu'il n'avait pas eu la possibilité de vérifier les informations et que, bon, peut-être il est sorti prématurément. On aurait examiné la situation différemment. Mais parce qu'il avait reçu l'argent de certaines officines, parce qu'il était financé, y compris par certains milieux politiques et de la diaspora, et l'objectif, c'est de noircir le Togo, c'est de noircir le régime, mais il faut qu'il puisse assumer la responsabilité de ce mensonge et de ces actes. Maintenant, concernant nos frères de Mouboké, je voudrais vous dire ceci. Je l'ai toujours dit, ce qui s'est passé le 19 août 2017 procédait d'une tentative de déstabilisation. Et les gens s'étaient préparés bien avant. Mouboké fait partie des organisations de la société civile. Je vais voir, est-ce que vous avez des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Mais écoutez, je suis un membre du gouvernement, je sais de quoi je parle. Et quelles sont ces preuves? Je dis, Mouboké fait partie, mais vous n'êtes pas un juge. On veut savoir pourquoi les a gardés. Écoutez, donc, si le peuple veut savoir que le peuple patiente, lorsque le procès de cette personne aura lieu, vous verrez alors quelles sont les preuves qui seront. Je veux respecter l'autorité de la justice et je ne veux pas m'interférer dans le cours de la justice. Je vous dis tout simplement qu'il y a un certain nombre d'allégations qui sont importantes. Ces personnes doivent avoir la possibilité de se défendre. Ils font partie des gens qui ont entretenu la violence, qui ont travaillé pour créer un réseau à travers tout le pays, aussi bien dans le milieu politique, associatif que syndical, dans le but de déstabiliser notre pays. D'accord. Et eux aussi, ils doivent pouvoir assumer la responsabilité de leurs actes. D'accord. En tout cas, nous, on n'a pas toutes ces informations. On va voir avec Fabien Kouassi qui est basé à Lomé au Togo. Vous avez suivi les allégations du ministre Gilbert Bahora. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Quelle est votre réaction, Fabien Kouassi? Non, je ne suis pas du tout étonné. Hein. Je ne tombe pas de nul en écoutant ce que je viens d'écouter. Mais je dirais tout simplement que dans ce pays, également, il y a eu le rapport sur la torture des citoyens togolais, notamment dans le dossier de coup d'État,
qu'on appelle communément le dossier Patanassi. Mais ce rapport a été trifatué, et ce rapport a été trifatué, donc falsifié, un rapport d'une institution constitutionnelle. Ça a été trifatué dans ce tome. Et ça va valu l'exil à son ex-président, l'ex-président de la CNDH, M. Kofi Konté. On n'a pas eu des gens qui sont quand même jetés en prison. Mais c'était au vu de tout le monde que ce rapport a été trifatué. Donc, la preuve de trifatuage, ou en tout cas de la publication de faux rapports par le Réjal que préside M. Asiba Johnson, sûrement qu'il nous dire que le dossier est en instruction. Et le dossier en instruction, tout le monde, nous savons très bien que c'est aussi comme des dossiers de secret d'État. On n'en fait pas plus que les gens restent en prison jusqu'à ce que ceux qui ont quand même le droit de vie de mort sur les yeux décident de les libérer ou de ne pas les libérer. Et bien vous avez justement la réponse à la question que vous posez, à savoir sur la mesure d'apaisement et la possible libération ou non des membres de l'UDC et des autres. C'est-à-dire que ces personnes-là vont vers des procès, comme on a l'habitude de voir dans le pays, c'est-à-dire qu'on ne les verra pas de sitôt dehors. Deuxième chose, quand on parle de tentatives de déstabilisation dans laquelle serait impliqué le mouvement bloqué, moi, franchement, je pense que c'est peut-être une révélation pour moi. Et donc, c'est bon de savoir que, voilà... Merci de tapoter, partager. Je vois que vous ne tapotez pas. Il est bien vrai, c'est une rediffusion. Vous qui venez de rejoindre, bonjour et bonsoir depuis votre position. C'est un débat réalisé par la rédaction de Radio Canal K de Radio Avouleté. Cette émission a été animée par moi-même, Sylvain Amos Sitou. Donc, un débat entre le ministre J.B. Bawara, la journaliste Fabi Kwasi et un membre de la diaspora. Et je l'ai dit tantôt, vous avez tous suivi le J.B. Bawara qui continue toujours à tenir le même discours, division, l'égoïsme et l'esprit de haine politique également envers l'opposition. J.B. Bawara, vous l'avez suivi tout à l'heure. Donc, nous avons voulu rediffuser cette émission qui date de 2018 pour nous dire que nous devons aussi faire notre devoir de mémoire. Parce que Canal K et Radio Avouleté, par le passé, nous avons toujours organisé ce genre de débat entre le parti au pouvoir et l'opposition même ou la société civile. Donc, continuez à tapoter et partager. Et à la fin de cette émission, je vois Razak qui est au Togo, justement, Razak qui est aussi tout le temps bien informé de ce combat que nous menons. Si Razak, à la fin de cette émission, mais cette rediffusion veut dire quelque chose par rapport à cette rediffusion, donc c'est du redondant, c'est la même chose. Même nous l'avons fait, mais nous le faisons parce que nous devons le faire. On pense qu'on n'a rien fait par rapport à organiser un débat contradictoire. Nous l'avons fait par le passé. Donc, pourquoi nous ne le faisons pas? Donc, à la fin de cette émission, je pense qu'on peut en débattre aussi avec vous pour une quinzaine de minutes. Continuez à tapoter et on continue la rediffusion. Apparemment, les gens ont quand même des logiciels pour rentrer dans la cervelle des Togolais pour savoir qui est déstabilisé. Parce que le RAD est tellement qu'on peut mettre aujourd'hui tout le monde en prison pour tentative de déstabilisation, parce que tout le monde est vraiment voir autre chose que de se pouvoir ces sentiments-là. Mais ce qui est choquant, et je vais en finir là, M. Sylvain Ambo, c'est que dans ce pays, on a vu des gens cagoulés. On a vu des gens cagoulés qui s'en sont pris aux citoyens, les menus, qui ont fléché le jeune Joseph qui a été élevé pratiquement à 1 an dans la fleur de l'âge à 10 ans. Mais personne. Alors là, aucun militaire, aucun représentant de force dite de l'ordre n'a été interpellé sur ce sujet-là. Donc, à croire que au Togo, soit tu es dans la mouvance des plus forts et tu peux jouir de l'impunité jusqu'à instant, ou tu es dans la masse populaire, dans la grande majorité, et tantôt on peut dire que tu es passible de tentative de coup d'État, tu as fait ci, tu as fait ça, tu possèdes
des vidéoprojecteurs ou je ne sais quoi. Des jumelles. Le délit est pas fabriqué, des jumelles, des délits sont pas fabriqués tout simplement parce que tu n'as personne pour te défendre et pour te sortir d'affaire. C'est ce Togo-là que nous ne voulons plus. C'est ce Togo-là qui catégorise les gens, qui compartimente les gens en fonction de la coloration politique, en fonction de la coloration ethnique, en fonction de ces considérations-là qu'il ne faut pas grandir le peuple. C'est pour cela que je suis quand même scandalisé qu'on nous dise aujourd'hui que eh bien, les miliciens peuvent jouir de leur liberté et les nouveautistes peuvent rester en prison parce qu'ils auraient tenté de déstabiliser le Togo, qui est quand même l'un des pays où on dit que les services de renseignement sont quand même assez sophistiqués et qui peuvent détecter n'importe quelle attaque ou en tout cas quelle tentative de déstabilisation du pays à plusieurs kilomètres à la ronde. Ça, je ne peux pas le comprendre. D'accord. Donc, voilà à peu près moi ce que je peux dire pour réagir rapidement et pour revenir rapidement aussi sur la question des élections. Personnellement, la date de défendre un peu comme problème. Hein? Bon, pourquoi ne pas y aller même tout de suite là? Le pouvoir en place, mais est-ce que les conditions sont réunies par la Passy? Même si toutes les conditions n'ont jamais été réunies pour aller aux élections dans ce pays, parce qu'ils sont juges et partis, ils ont la Cour constitutionnelle, ils ont la CENI, ils ont l'armée, ils ont le régime financier, ils ont tout pour organiser tout. C'est pour cela que dans la feuille de route de la CEDEAO, ils sont enclins à aller à pas de charge vers les élections le 20 décembre plutôt que de libérer les gens. Là, ils ont mis un coup d'accélérateur sur les élections parce que c'est dans cela qu'ils excellent le plus. Donc, le 20 décembre, le 20 novembre, c'est comme ils veulent. C'est juste pour dire quoi? Que ce n'est pas ça qui va régler fondamentalement la crise togolaise. Le fait de vouloir organiser les élections à pas de charge, si ça peut régler le problème du Togolais qui veut manger les 3 repas par jour, qui veut se soigner convenablement, qui veut avoir, qui ne demande pas grand-chose, qui veut juste le minimum, si ça peut régler le problème, pourquoi pas? Allons-y, les gens nous font, et puis après, on verra. Désolé pour la ligne qui nous emmerdait un petit peu. On a réussi encore à avoir nos invités en ligne depuis l'Allemagne à Hambourg. Nous allons relancer le ministre Gilbert Bahora sur les questions des réformes constitutionnelles et électorales. Gilbert Bahora, vous avez la parole. Non, je venais de vous situer le contexte ayant conduit à l'adoption du projet de révision constitutionnelle par le gouvernement. Et je rappelais également que la commission de la CEDEAO a désigné un expert constitutionnaliste qui a travaillé et qui a produit un rapport. Ce rapport a été transmis au gouvernement togolais le lundi dernier, le lundi de cette semaine, en même temps qu'aux deux facilitateurs. D'accord. Contrairement au faux rapport qui circule sur les réseaux sociaux, le rapport de l'expert pourra être versé au débat à l'Assemblée nationale et édité. D'accord. Donc, nous espérons que le débat à l'Assemblée nationale sera ouvert, que les députés et les représentants de la nation vont débattre, délibérer dans un esprit de compromis et d'ouverture, et que ce projet pourra être définitivement adopté à l'Assemblée nationale. D'accord. Et avant de vous laisser réagir par rapport à cette question des réformes institutionnelles et constitutionnelles et électorales, nous allons voir ce que pense également Fabi Kwasi en ligne depuis le mai, puisque c'est le nœud même de la crise. Fabi Kwasi, qu'en pensez-vous? Et le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Vous avez écouté tout à l'heure le ministre de la fonction publique, Gilbert Bahora. Fabi Kwasi. Mais de toutes les façons, il va falloir que le Togo cesse d'être un pays atypique en la matière et de se conformer aux normes démocratiques. Moi, j'ai toujours dit une chose et je la maintiens, soit on veut faire de la démocratie, on souscrit aux normes démocratiques, et où on veut faire autre chose, on le dit, et on fait passer à l'Assemblée nationale qui aujourd'hui est à majorité unie. Donc on ne peut pas prétendre vouloir faire de la démocratie et se comporter comme dans une monarchie. Le Togo n'est pas un royaume.
Et donc, il va falloir aussi que ces réformes tiennent compte du fait qu'un seul individu ne puisse pas monopoliser le pouvoir de façon pratiquement éternelle, en tout cas jusqu'à ce que mort s'en suive. Il y a d'autres citoyens qui ont des compétences qui peuvent aussi nourrir des rêves de gérer ce pays et d'apporter quelque chose à ce Togo-là. Donc, il va falloir aussi que ceux qui sont au pouvoir, le Togo depuis bientôt 15 ans, puissent se mettre aussi dans la posture qu'il peut exercer un autre métier autre que la présidence du Togo. C'est de ça qu'il s'agit, que ça se passe à l'Assemblée nationale ou par un autre moyen. Je pense que c'est une question de vision. Est-ce qu'on aurait dû terminer également ce chapitre de réforme depuis fort longtemps, depuis au moins 2006? Un an après l'avènement de M. Fonassi au pouvoir, il y avait eu quand même l'accord politique global. Après, il y a eu les CPDC 1, 2, rénové, machin, mais les réformes ne sont jamais intervenues parce qu'effectivement, l'équipe dirigeante ne veut pas céder la main. C'est ça aussi le fond du débat. Il ne faudrait pas qu'on fasse des incantations, comme qui dirait, juste pour gagner du temps, pour jouer le chrono et puis jouer les Togolais comme Ponchindol. Le peuple a également des talents, a également des génies et a besoin de tous ses fils pour sa construction. On ne peut pas se permettre de permettre juste à une minorité, à un petit clan, à une petite famille qui est au pouvoir depuis 50 ans de continuer par jouer sur la Constitution, sur les textes qu'ils se sont faits eux-mêmes, juste pour se pérenniser, nous parler à chaque fois de réforme ou de pointer du doigt essuie-grave que c'est pour cela que les réformes ne sont pas faites. Si les gens veulent faire des réformes aujourd'hui et veulent engager le Togo sur la voie de la démocratie, mais ça ne prendra même pas une journée. L'année du 5 février, ça a juste pris quelques minutes, non? Alors pourquoi maintenant ça doit prendre 10 ans, 15 ans avant qu'on ne dote le Togo de tests démocratiques pour permettre à chaque citoyen de pouvoir passer à la tête de ce pays et de passer la main quand le moment sera venu. D'accord. Clément Cloutier, vous qui êtes en Allemagne, à Hambourg, que pensez-vous de tout ceci autour de ces réformes-là? Le gouvernement a envoyé un projet de loi à l'Assemblée nationale. Le J.B. Bahora vient de le confirmer, mais ce projet ne comporte pas cette fameuse phrase en aucun cas nous ne peut exercer plus de 2 mandats. Quelle est votre réaction là-dessus? Écoutez, je crois que c'est là le nœud du problème actuel auquel on est confronté. Chacun pays a dit son interprétation, mais c'est évident que l'esprit de la Constitution de 92 que j'avais voté, puisque M. Bahara voulait savoir quel âge j'ai. Je suis pratiquement dans le même âge que vous. J'avais voté pour cette constitution en 93 avant de quitter le Togo. Donc je crois que c'est cette formule-là qui importe le plus aux Togolais parce que ce n'était pas de hasard à l'époque quand les législateurs avaient introduit cette phrase dans la constitution, puisque cela répondait déjà à l'époque à l'inquiétude de la population après le long règne de M. Yadiba. Donc si on veut éviter à l'avenir des situations de blocage politique comme c'est le cas depuis pratiquement 1 an, il faut accepter d'avoir le courage et il faut avoir le courage d'accepter d'aller vers la démocratisation des institutions politiques au Togo. Et donc, ce qui conduit nécessairement à une limitation du mandat. Et je crois que c'est dans ce sens que le peuple se bat depuis un certain temps maintenant. Tout à fait. Pourquoi ne plus insérer dans le nouveau projet, en le cas, c'est la grande question que se pose au bon Togolais J.B. Bahara. Monsieur Sylvain Amos, vous savez, nous sommes en train de réaliser d'accomplir des réformes impersonnelles et neutres qui concernent tout le Togo, tous les citoyens togolais et qui visent à faire évoluer notre pays en matière de démocratie, en matière d'état de droit, à renforcer le climat politique dans notre pays. Moi, je ne connais pas de constitution qui soit ignoble et intangible. Monsieur Clément Pousse, lui, il a eu l'opportunité, l'occasion de voter pour la constitution de 92. Moi, je n'ai pas eu cette occasion. Peut-être que si on lui demandait son avis aujourd'hui, il aurait évolué, il aurait changé. Tout le monde se souvient du contexte et des conditions dans lesquelles la conférence nationale avait eu lieu et les conditions dans lesquelles cette constitution, cette fameuse constitution de 1992 avait été adoptée. Même à supposer qu'à l'époque, elle était consensuelle et unanime. Mais nos sociétés sont confrontées à des mutations, à des évolutions,
Et il faut savoir également adapter nos textes, nos édifices institutionnels à cette évolution. La grande majorité des Togolais aujourd'hui n'avait pas la majorité civique requise en 1992. Aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau, on a la possibilité de rénover en profondeur nos textes. J'apprécie Mme Fabi Kouassi, j'espère qu'elle va encourager tous les partis politiques déjà à l'Assemblée nationale à œuvrer pour voter ce texte. Je voudrais l'informer que le Parti Unir, à lui tout seul avec 62 députés, ne dispose pas de la majorité qualifiée nécessaire pour opérer une révision constitutionnelle. Alors, si nous agissons dans un esprit de compromis en cherchant à préserver l'intérêt général, à faire évoluer notre texte constitutionnel, donc je vais ensuite. D'accord, si on comprend bien le compromis, que veut unir, c'est laisser faire l'Assemblée et briguer un nouveau mandat en 2020. Non, vous savez, au niveau du Parti Uni, nous ne nous sommes jamais réunis pour débattre des questions de personnes. Nous cherchons à faire évoluer les textes et à réformer la Constitution dans l'intérêt du Togo et non pas par rapport aux ambitions et aux intérêts d'un parti politique ou d'un individu. Le moment venu, c'est un parti politique responsable, il se réunira, il débattra en français et il choisira librement son candidat. Comme les autres partis politiques ont également la liberté de choisir leur candidat. C'est celles qui sont fixées par la Constitution. Le reste, et je voudrais enfin vous dire que Madame Fadi a son opinion. Mais quel est l'ensemble des citoyens à l'âge de voter le moment venu et par rapport à ceux qui se présenteront comme candidats se prononcer dans les urnes? Ce qu'elle peut dire ou ce que je peux dire ici, ça relève juste de volonté personnelle, ne peut pas s'imposer à l'ensemble de la population togolaise. Mais vous le savez, hein, vous savez très bien que ça gagne partout au pays de la diaspora. Est-ce qu'il vous arrive de vous interroger par rapport au grand finalement planétaire contre le régime et son gouvernement quand même? Mais si j'étais comme vous et que je considère que les concitoyens togolais qui sont en Suisse, qui sont dans la diaspora, représentent l'intégralité des Togolais, peut-être que j'aurais la même affirmation. Si j'étais dans le même état d'esprit que la coalition des 14 partis et que je devais prétendre que ce regroupement de partis politiques représente toutes les sensibilités politiques ou tous les courants d'opinion, je ferais la même affirmation que vous. Moi, je crois que le peuple togolais, c'est une communauté à la fois plurielle et diverse, et il faut savoir respecter toutes les opinions. Et donc, il faut donner la parole à la population à travers les urnes et elle va se déterminer, elle dira qui est le meilleur en termes de qualité personnelle, de compétences, de capacité et de vision pour gouverner le pays. Il ne s'agit pas dans les réseaux sociaux, dans les manifestations, de se substituer à l'ensemble des citoyens et au corps électoral et d'imposer un courant de pensée. Alors, Thomas Koutier, vous avez suivi la réaction tout à l'heure du ministre de la fonction publique, Jibé Bawara, et la position du MIR, donc l'UNIR est catégorique, donc cette fameuse phrase-là, en aucun cas, nous ne peut, des plus de deux mandats ne peut figurer sur le nouveau projet. Donc, quelle est votre réaction que lui a fait le peuple togolais devant cette situation, Clément Koutier? Écoutez, monsieur Sylvain, je souhaiterais qu'on élève le niveau du débat et qu'on évite de s'attaquer parce que nous sommes de grandes personnes, nous sommes des personnalités responsables, respectées et respectables. Donc j'aurais souhaité que qu'on soit dans le fond du sujet et éviter des attaques personnelles. Ceci étant dit, je l'avais déjà évoqué, je me rappelle quand j'avais voté pour cette constitution en 93, au collège, allô? Allez-vous, bonsoir. Ah, d'accord. À l'école de Hanokoti. Donc, je me rappelle l'effervescence à l'époque. Et nous qui sommes aujourd'hui dans la diaspora, je crois que nous nous retrouvons pleinement dans cet article-là.
Et l'amputer complètement de la Constitution serait une grave erreur, à mon point de vue, parce que, comme l'avait évoqué tout à l'heure Madame Fabi, entre-temps, il y a eu des amputations de la Constitution, au point que ça ne répète plus l'aspect de ce qui avait évoqué à l'époque. Bon, maintenant que le RPT, ou bien l'UNIR, veuille garder ça en état et aller aux prochaines élections avec cette constitution-là, je crois que c'est ce qui nous a amené là où on est maintenant, avec la fraude, avec les marches, et qui a conduit ce même régime à faire appel aux médiateurs pour que le problème soit réglé. Donc je crois qu'au lieu de tourner autour du pot, il faut attaquer le problème à la racine, essayer de trouver des solutions d'approche pour que le Togo sorte définitivement de ce cycle-là. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit. Bon, pour le reste, avec la rhétorique, tout le monde peut dire ce qu'il veut, mais le problème reste tel. Et moi, je ne peux qu'appeler en tant que membre de la diaspora, qui veut que ce pays-là se développe, je ne peux qu'appeler au bon sens de tous les acteurs politiques, aussi bien du système en place que de l'opposition, pour qu'un consensus se trouve, pour qu'ensemble nous apportions nos contributions au développement de notre pays du Togo. Tout à fait. Et nous tirons pratiquement vers la fin de ce débat, monsieur le ministre de la fonction publique, Gilbert Bawara, et on l'a dit, donc, le peuple togolais est conscient que la médiation de la CEDEAO a échoué. Donc, on le voit clairement. La coalition unir au gouvernement, on sait, et voilà, et donc vous l'avez dit que c'est la coalition plutôt qui ne respecte pas la feuille de route de la CEDEAO. D'autres disent que non, c'est plutôt unir. Donc, vous êtes citoyen togolais, donc nous sommes dans un débat citoyen. Comment trouvez-vous la fin de cette crise? Bon, monsieur Amos, quand vous dites que le peuple togolais est conscient que la CEDEAO a échoué, vous parlez de qui? Du peuple togolais. Oui, c'est là, justement. Est-ce que vous pouvez au moins admettre que au sein de la population togolaise, il y a une pluralité, une diversité d'opinions? Dites que la coalition des 14 ou certains partis politiques, ou vous-même, votre opinion est que la CEDEAO a échoué. Mais ne dites pas que le peuple togolais, c'est le propre même de démagogie et de populisme de s'habiter sur le peuple et de vouloir s'accaparer et monopoliser le peuple. Moi, je ne pourrais pas le faire. D'accord, ça c'est votre opinion. Les autres opinions au sein de la société togolaise qui n'ont pas le même point de vue et la même opinion que moi. C'est clair. Moi, je voudrais dire, le président Gagné et guinéen, tous les travaux de médiation, de facilitation sont des missions, des tâches fastidieuses, difficiles. Il faut écouter les partis, il faut essayer de les concilier, il faut parvenir à des solutions de compromis, à des synthèses. On ne va pas à un dialogue, à des discussions en disant, en étant dans une sorte d'intégrisme de la pensée, en disant, si l'opposition ne prévaut pas, si le facilitateur ou les médiateurs ne font pas ce que moi je demande, ça signifie qu'ils vont échouer. Donc moi, je voudrais vraiment que nous ayons un peu plus de respect et d'égard pour les chefs d'État qui délaissent leur activité et leurs recherches quotidiennes dans leur pays, qui cherchent à nous aider. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, moi, je ne me suis pas prononcé définitivement sur l'incise en aucun cas. Moi, je ne veux pas le gouvernement adopter un projet de révision constitutionnelle. Ce projet va à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale aura la possibilité de tenir compte du rapport authentique de l'expert constitutionnaliste de la CEDEAO. L'Assemblée nationale débattra en toute indépendance. Les députés jouissent d'un droit d'amendement. Moi, en tant que gouvernement, nous ne pourrons pas envoyer un texte à l'Assemblée en leur disant c'est ça ou rien. Alors, nous disons tout simplement qu'il faut débattre de ce texte avec un esprit d'ouverture, avec la volonté de compromis et surtout la nécessité de sortir du statu quo et de blocage et une fois pour toutes adopter la révision constitutionnelle. Et ensuite, les Togolais auront l'occasion de se prononcer sur les questions de candidature. Maintenant, comment nous sortons de la situation actuelle? Un processus est en cours. Le gouvernement a toujours été disposé, engagé à respecter scrupuleusement les décisions et les recommandations de la CEDEAO.
ce que nous sommes en train de faire avec la préparation des élections législatives. Ces élections se tiendront à bonne date, c'est-à-dire le 20 décembre. Et des élections, le au Togo, c'est un cycle infernal, élection, répression, contestation, répression. Quelle garantie vous donnez? C'est votre opinion, je la respecte. Quelle garantie? Soyons bien dignes. C'est pas la réalité. Depuis 2010. Monsieur Amos, est-ce que vous pouvez jouer votre rôle de journaliste? Tout à fait, c'est ce que je fais. D'engager le débat avec moi. Tout à fait. Je dis, moi j'étais ministre de l'administration territoriale en 2013 et en 2015. Des scrutins ont eu lieu, les élections législatives, les élections présidentielles. Est-ce que vous pouvez me dire les violences qui s'en sont suivies? Monsieur le ministre, il y a beaucoup de preuves, monsieur le ministre, les élections au Togo ont suivi de faire ce forme d'affirmation infondée, d'accord, non vérifiée, ça ne changera rien. Donc l'affirmation ne deviendra pas la vérité. C'est toujours la rediffusion qui continue. Je pense que dans 7 minutes, ce débat qui date de 2018, je viens de le dire tantôt dans cette émission, rediffusion de ce débat de novembre 2018 entre le ministre Gilbert Bawara et la journaliste Fabi Kouassi et Clément Cloutier de la diaspora. Vous-même, vous l'avez suivi. Hein, quand on veut réagir, quand on veut dire certaines vérités, au membre du gouvernement, il ne l'accepte pas. Donc vous voyez comment Gilbert Bawara dans cette émission a été quand même un peu arrogant. Heureusement, Fabi Kouassi l'a mis à sa place. Donc je vais donner au moins maximum 10 minutes, 15 minutes. Vous qui nous avez suivis, il y a une cinquantaine qui ont suivi l'émission, j'ai vu, vous étiez constant dans cette émission. Rediffusion, donc vous pouvez faire la demande, on peut en parler un peu, parce qu'on nous traite des radicaux, qu'on n'a jamais organisé un débat contradictoire entre UNIR et le peuple togolais. On l'a fait par le passé. Pourquoi nous ne le faisons pas? On peut avoir une réponse tout à l'heure si vous faites la demande. Si vous ne faites pas la demande, je pense qu'on va se retrouver tout à l'heure à 19h de Paris et 18h de Lomé pour le débat citoyen. Comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient pour mener une révolution? Comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient? C'est la langue de Molière. À bon escient, on va expliquer tout cela. Qu'est-ce que cela veut dire à bon escient? Vous le savez, mais on va décortiquer cela. Car dans beaucoup de pays africains, ça se fait. Le cas togolais aussi. Comment utiliser les réseaux sociaux à bon escient?